Donc jusqu'à présent, nous avons vu le grand 1, la poésie, le petit a, la versification. Nous passons maintenant au petit b, les sources de la poésie. Alors, si on remonte aux périodes les plus anciennes de la poésie en Occident, eh bien, on voit qu'il y a une ambition qui est constante chez les créateurs. Cette ambition, c'est, à travers la langue qu'ils utilisaient, de concurrencer un autre art qui était celui de la musique. Et donc, en jouant sur les sons de la langue et en jouant sur les rythmes, les accents toniques de la langue, eh bien, ils essayaient de cette façon de justement concurrencer cette musique. Et d'une certaine façon, on peut dire que le genre de la poésie est celui qui réussit le mieux à donner de la musicalité à notre langue. Alors, cette association, ou cette concurrence de la poésie et de la musique intervient dès les périodes les plus anciennes de notre civilisation occidentale, puisque dans l'Antiquité, et puis plus proche de nous dans la littérature française au Moyen-Âge, eh bien, la parole poétique était souvent associée explicitement à la musique, d'une part par la prononciation, qui était une prononciation presque chantée, et d'autre part par des accompagnements musicaux. Si l'on continue à se référer à cette source de la poésie, et si on remonte aux représentations antiques de cet art, eh bien, on peut, par exemple, se rapporter au dieu Apollon, qui est représenté très souvent au milieu de ses muses, qui sont des représentations de l'inspiration, et on le voit très souvent figurer avec les muses qui dansent autour de lui, comme si elles étaient animées par justement une dynamique musicale et par cette inspiration qui associe la parole et la musique. Et si j'ai parlé d'inspiration, c'est parce que c'est un mot qui revient souvent quand on parle du travail poétique. Hein. Le poète est inspiré. Eh bien, ce mot-là est intéressant parce qu'effectivement, il représente assez bien la figure du poète de l'Antiquité, qui était censé être un être un peu à part, capable de traduire le langage des dieux, le langage divin, pour le reste des hommes. Donc, une sorte d'intermédiaire, et qui était à la fois proche des dieux, puisqu'ils comprenaient leur langage, et proche des hommes, puisqu'ils transmettaient ce langage aux hommes. Et ce qui expliquerait aussi la différence, justement, fondamentale entre le langage poétique et le langage de la prose, puisque le langage de la prose serait le langage proprement humain, alors que le langage de la poésie serait justement ce langage intermédiaire entre le langage divin et le langage humain. Si on reste dans cette époque
antique. Et nous vient à l'esprit aussi un personnage important de cette mythologie, c'est le personnage d'Orphée, qui est en quelque sorte le symbole du poète, la représentation symbolique du poète, et dans cette représentation mythique, il est intéressant de voir que ce personnage avait, grâce à son langage particulier et grâce à la musique qu'il produisait, était capable de dompter les bêtes les plus féroces qui l'entouraient et qui étaient subjuguées par le pouvoir de sa parole et de sa musique. Et Orphée possédait un instrument qui permettait de réaliser ce prodige, et c'était l'instrument de la lyre, L-Y-R-E. Et à partir de ce mot, lyre, eh bien, nous avons réalisé dans notre langue un autre mot qui correspond assez généralement au ton qui est employé dans la poésie et qu'on appelle le ton lyrique. Ce lyrisme, L-Y-R-I-S-M-E, est un ton qui possède deux caractéristiques principales. Et d'une certaine façon, dans un commentaire, si vous avez besoin de démontrer les qualités lyriques d'un texte, eh bien, vous aurez le souci de montrer ces deux caractéristiques. La première caractéristique est de vérifier que le texte essaye de représenter les sentiments personnels de celui qui s'exprime. Et la deuxième caractéristique, incluse dans le mot même de lyrisme, est de repérer la dimension de musicalité du texte, et en particulier du texte poétique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut remarquer qu'un des ingrédients dont j'ai parlé tout à l'heure à propos des vers, eh bien, permet clairement cette musicalité, c'est le phénomène de la rime. Puisque dans la poésie traditionnelle, eh bien, on crée une sorte d'écho sonore à la fin des vers, et donc par la répétition sur deux ou davantage de vers d'une même sonorité, eh bien, on crée cette espèce d'écho sonore, une espèce de fluidité sonore qui parcourt l'ensemble du poème. Alors, vous vous rappelez que ces rimes, et là encore, vous vérifierez vos connaissances à travers le manuel de français, vous vous rappelez que ces rimes peuvent être définies par leur richesse, c'est-à-dire qu'on qualifie ces rimes soit de pauvres, soit de suffisantes, soit de riches, en fonction justement des éléments sonores qui sont répétés d'un vers à l'autre. Si cet élément sonore ne correspond qu'à un son de voyelle, à ce moment-là, on parlera de rimes pauvres. Vous ferez attention que par la notion de voyelle, on ne se limite pas aux lettres qu'on a apprises quand on était petit, A, E, I, O, U, mais à toutes les formes de voyelles, c'est-à-dire tout ce qui est prononcé
en laissant la bouche ouverte et en laissant se libérer uniquement la voix, si bien que des sons comme on, comme ouah, comme est, comme ou sont des sons de voyelles, puisque vous placez votre bouche et la répartition de ce son exactement comme les fameuses voyelles A, E, I, O, U. La deuxième caractéristique de la rime, c'est son genre. Si la rime se termine par un E muet, c'est-à-dire un E que l'on ne compte pas lorsqu'on compte le nombre de syllabes, eh bien, on dit que cette rime est féminine. Alors, pourquoi est-elle réputée féminine? Eh bien, parce que dans les temps anciens, on ne prononçait pas la poésie comme on la prononce à l'heure actuelle, qui est une prononciation très proche, même si on met le ton, une prononciation très proche de la prose. Dans les temps plus anciens, on avait tendance à déclamer la poésie, et dans cette déclamation, eh bien, les rimes qui contenaient un E muet étaient prolongées et s'éteignaient progressivement. Et on aurait dit, par exemple, la poésie en faisant durer le son. Et on trouvait que c'était une beauté, selon un stéréotype bien sûr, qui avait rapport avec la douceur poétique, avec la douceur féminine. A l'inverse, lorsque un vers se termine par un son de consonne, sans E muet, eh bien on considère que ce son est beaucoup plus dur, et toujours dans les stéréotypes, on considère qu'il s'agit d'une rime masculine. Enfin, dans les rimes, vous avez appris aussi l'importance de la disposition des rimes. La plupart du temps, les auteurs organisent dans leurs poèmes, dans leurs strophes, les différents sons, et c'est cela qu'on appelle disposition. Alors la disposition la plus simple, c'est ce qu'on appelle la rime suivie, c'est-à-dire lorsque le même son est reproduit d'un vers à l'autre, A, B, B, C, C, par exemple, hein, donc sur 2 vers, ou sur 3 vers, ou sur 4 vers, peu importe. Alors on appelle ça rime suivie. Certains d'entre vous ont peut-être appris un autre mot, rime plate. Vous utilisez l'expression que vous avez apprise. La deuxième disposition que vous connaissez bien sûr, c'est la disposition en rime croisée, A, B, A, B. Et enfin, la troisième disposition, c'est la disposition en rimes embrassées, A, B, B, A. Alors ces dispositions-là sont intéressantes à observer, en particulier dans les sonnets, et nous aurons l'occasion de voir ça de plus près ultérieurement. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus difficile pour nous à repérer, c'est ce qu'on appelle le rythme du vers. Ce rythme est très sensible dans les langues qui sont très accentuées, par exemple certaines langues méditerranéennes comme l'italien, comme l'espagnol, il est moins sensible dans la langue française. Néanmoins, certaines syllabes que l'on prononce sont en réalité accentuées, et c'est souvent la dernière syllabe d'un mot. Et donc, en fait, le rythme du vers découle de la façon dont on accentue certaines syllabes à l'intérieur de ce vers.